contextualisé pour la prévention, la sensibilisation et l'action. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Avant de commencer, assurons-nous que tout le monde puisse participer pleinement pour ceux qui ont besoin d'interprétation. Veuillez cliquer sur le bouton d'interprétation en bas de votre écran Zoom et sélectionner votre langue préférée. Je vous laisse quelques secondes pour vous préparer si vous avez besoin d'une assistance technique supplémentaire. À tout moment pendant cette conférence Zoom, vous pouvez envoyer un message à Mark Edwards dans le chat pour obtenir de l'aide. Alors, je vais donner 2 secondes pour que les gens puissent accéder à l'interprétation. Avant de commencer, je tiens à prendre un moment pour reconnaître la terre sur laquelle nous nous réunissons. Nous reconnaissons les territoires traditionnels de la nation Algonquin Anishinaabe sur le territoire non cédé et non renoncé où se trouvent les bureaux de Coopération Canada, connus colonialement sous le nom d'Ottawa. Dans un esprit d'amitié et de solidarité, l'Université Laval rend hommage au premier peuple de ces lieux, étant la croisée du Nyon-Wet'suwet'en, du peuple Huron-Wendat, du Ndakina, du peuple Wabanaki, du Nitassinan, du peuple Innu, et du Nitaskinan, du peuple Atikamekw, et du Wolastoquk, du peuple Wolastoqey. Nous honorons nos relations les uns avec les autres. Nous rendons également hommage à la résilience des communautés autochtones, y compris celles touchées par la crise continue des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Dans un esprit de solidarité et de reconnaissance de la terre sur laquelle nous nous réunissons, il est crucial de reconnaître les systèmes d'oppression intersectantes qui contribuent à la violence. La crise des femmes autochtones disparues et assassinées nous rappelle l'impact dévastateur de ces oppressions intersectantes, notamment le colonialisme, le racisme et la violence sexiste. En comprenant et en abordant ces facteurs systémiques, nous honorons la résilience des communautés autochtones et travaillons vers la justice et l'équité pour tous. Avant l'événement, vous devriez avoir reçu un courriel avec une copie du code d'éthique de Digna pour les événements. Veuillez les verrez également affichés ici sur l'écran. En bref, Digna s'engage à fournir une conférence virtuelle sûre, respectueuse et inclusive. Tout le monde devrait s'engager à être respectueux, juste et transparent envers tous les participants, quelle que soit leur origine, en favorisant un environnement de respect mutuel et de compréhension. Créer un espace inclusif où toutes les voix sont entendues et en donnant la priorité aux perspectives marginalisées et en cherchant activement les contributions des participants divers. Promouvoir l'équité en valorisant et reconnaissant de manière égale les expériences et les points de vue divers des participants. Aborder les discussions avec humilité en reconnaissant que les autres peuvent posséder des reconnaissances et des perspectives au-delà des siennes et en saisissant les opportunités de croissance personnelle par le désapprentissage en plus de l'apprentissage. Assurer la sécurité et le bien-être de tous les participants à la conférence, y compris en dénonçant le harcèlement et en soutenant ceux qui pourraient être affectés. Favoriser la solidarité entre les participants, travailler vers des objectifs communs et chercher à établir des liens et en soutenant un mutuel tout au long de la conférence. Cela dit, je tiens à rappeler à tous que le sujet de cet événement pourrait potentiellement être déclencheur. Veuillez donc prioriser votre bien-être et votre sécurité. Maintenant, permettez-moi de vous présenter l'équipe de recherche qui a travaillé ardemment sur cette enquête. En ordre présenté sur le rapport même, je commence par vous présenter Isabelle Auclair. Isabelle Auclair détient un doctorat en anthropologie.
Elle est professeure au département de gestion de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval et titulaire de la chaire Claire Bonenfant, Femmes, Savoir et Société. Stéphanie Maltais, chercheuse associée et chargée de cours à l'Université Laval. Stéphanie Maltais est titulaire d'un doctorat en développement international et d'un postdoctorat spécialisé en santé mondiale de l'Université d'Ottawa. Elle est également professeure affiliée à l'Université Mohamed VI Polytechnique au Maroc et associée de recherche à l'Université d'Ottawa. Son expertise se retrouve à l'intersection entre la gestion des crises, la santé mondiale et le développement international. Laurence Ouellette-Beauvin est coordinatrice de la chaire Claire Bonenfant, Femmes, Savoir et Société à l'Université Laval et gestionnaire de projets pour une organisation non gouvernementale. Œuvre dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Marie-Christine Gravel, un baccalauréat multidisciplinaire ayant étudié féminisme, travail social et immigration. Elle travaille présentement à titre de coordinatrice de la chaire Claire Bonenfant, Femmes, Savoir et Société de l'Université Laval. Catherine Robitaille est doctorat en gestion de l'Université Laval depuis une posture critique de gestion. Son doctorat porte sur les paradoxes dans l'organisation des projets de lutte contre la crise climatique en coopération internationale depuis la justice climatique féministe. Jade Saint-Georges. Jade Saint-Georges est doctorante en gestion de la coopération internationale à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, où elle donne des cours sur l'intégration d'une perspective de genre dans les projets de coopération internationale et sur les enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion. Sophie Brière est professeure titulaire au département de gestion de la Faculté des sciences de l'administration à l'Université Laval. Elle détient un doctorat PhD de l'École nationale administration publique du Québec et un postdoctorat de l'École de développement international et de mondialisation de l'Université d'Ottawa. Manon Bergeron est professeure au département de sexologie à l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire titulaire de la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur. Et Oumaima Ouaziz, titulaire d'une maîtrise en analyse économique et politique publique de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Oumaima Ouaziz s'intéresse aux questions de budgétisation sensibles au genre dans les projets de développement. Et merci pour m'avoir écouté attentivement pour cette introduction. Et maintenant, je vous passe la parole à l'équipe de recherche de l'Université Laval pour leur présentation sur leur rapport d'enquête. À vous, Isabelle. Merci beaucoup. Ben, je vais juste prendre un petit instant d'abord pour remercier tout le monde pour cet espace-là, pour nous permettre de présenter les résultats d'une recherche qui nous tient vraiment à cœur. Vous avez vu qu'on est quand même une grande équipe à avoir collaboré sur ce dossier-là. On va être 3 là, pour les questions logistiques à présenter aujourd'hui, mais il y a d'autres membres de l'équipe qui sont présents aussi pour la période d'échange. D'ailleurs, je ne vais pas m'imposer dans la logistique, mais je crois que pour les personnes participantes, si vous voulez, pendant la présentation, si vous avez des questions, vous pourrez les écrire dans la partie discussion. Donc, on pourrait essayer peut-être de vous répondre. Puis, il y aura aussi là, un espace pour échanger par la suite. Donc voilà. Je voudrais aussi commencer par, avant de rentrer dans le projet comme tel, commencer par des remerciements. Donc, bien sûr, d'abord, les personnes. Catherine, si tu peux changer les diapositives, s'il te plaît. Merci. Remercier les personnes qui ont accepté de répondre au questionnaire et qui ont partagé leur histoire, des histoires qui ne sont pas toujours faciles. Merci aussi aux membres du comité consultatif. Vous avez leur nom à l'écran. Comité consultatif qui a travaillé dans les débuts du projet à l'adaptation du questionnaire qui a été utilisé pour l'enquête. Merci aussi à toute l'équipe d'IGNA et aux
partenaires financiers qui ont rendu cette recherche-là possible. J'en profite aussi pour remercier Roberto et Carolina qui assurent l'interprétation aujourd'hui. C'est un travail qui est fait dans l'ombre, mais c'est un travail qui est super important. Et il y a toute l'équipe aussi qui est derrière la logistique de cet événement-là. Aussi, je sais que ça a déjà été nommé, mais on tient à le nommer, nous aussi. Je sais que vous le savez, la présentation d'aujourd'hui porte sur les violences sexistes, les violences sexuelles, donc on aborde des sujets sensibles. Il va aussi y avoir dans les diapositives différents témoignages qui sont issus des récits des personnes. Donc, bien sûr, comme Emmanuel l'a déjà nommé, on vous invite à prendre soin de vous si jamais ces données-là sont trop difficiles à recevoir. Maintenant, si on entre dans le vif du sujet, c'est toujours important de contextualiser les recherches. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le résultat de d'autres recherches préalables, de d'autres collaborations. Je n'entrerai pas dans les menus détails, mais je veux juste souligner qu'il s'agit d'une enquête qui s'inscrit d'abord dans la foulée d'un projet menée avec ma collègue Sophie Brière sur la carrière en coopération internationale depuis une analyse intersectionnelle dans le cadre duquel la question des violences sexuelles, ce n'était pas le sujet principal, mais c'est vraiment ressorti comme étant une priorité à approfondir. À cette époque-là, ça fait quand même quelques années. Notre équipe a aussi commencé une collaboration avec la COSI, qui est organisation qui est présente ici aujourd'hui, notamment sur le panel. Donc, on a commencé à réfléchir avec les collègues de la COSI sur cette thématique-là, aussi avec les collègues de DIGNA sur le besoin de mieux documenter la question et c'est ce qui nous a mené à la réalisation de l'enquête précise qu'on vous présente aujourd'hui. C'est un projet qui visait différents objectifs, mais essentiellement, ce qu'on voulait, c'était dresser un portrait contextualisé des violences sexistes et sexuelles dans le milieu professionnel de la coopération internationale canadienne. On voulait aussi documenter quels sont les contextes de survenue, les facteurs d'exacerbation, les répercussions, mais aussi les rôles des différentes parties prenantes et les pistes d'action à développer, à renforcer ou à mettre en place pour éradiquer les violences. Sur la dimension de la démarche théorique et méthodologique, je veux juste souligner qu'avec l'appui du comité consultatif dont je vous parlais tout à l'heure et une analyse des outils existants, on a choisi d'adapter le questionnaire ESIMU qui a été initialement développé par Manon Bergeron et ses collègues pour documenter les violences dans le milieu universitaire. Notre recherche, elle est ancrée dans un cadre d'analyse féministe intersectionnelle et s'appuie sur le continuum des violences sexistes et sexuelles dont ma collègue Laurence va vous donner un petit peu plus de détails tout à l'heure, mais en fait, il s'agit de réfléchir les différentes catégories de violence, les différentes manifestations comme s'inscrivant dans un continuum et non comme des événements isolés, mais aussi de prendre en compte toutes les formes de violence et pas uniquement les violences les plus extrêmes. En fait, l'intersectionnalité aussi, combinée à cette réflexion-là, nous permet de comprendre comment les systèmes d'oppression et de privilèges vont influencer les expériences vécues, dont les expériences de violence. Je rappelle que l'enquête visait toute personne ayant une expérience d'études ou professionnelle dans le milieu de la coopération canadienne. Et bien sûr, là, il y a eu toute une stratégie de recrutement qui a été déployée, mais c'est important de préciser que l'échantillon présente une limite due à son effectif. Donc, en effet, le taux de participation à l'enquête est assez réduit. Ça ne permet donc pas de faire des généralisations qui seraient applicables à l'ensemble du milieu. Par contre, ça nous permet quand même de brosser un portrait pertinent des violences qui sont vécues et des différents aspects soulevés par les personnes participantes. Donc, je passe la parole à ma collègue Laurence qui va commencer à vous présenter les résultats. Oui, merci Isabelle. Catherine, tu peux changer à la prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, avant de vraiment commencer à présenter les résultats, je voulais juste préciser que, évidemment, avec le temps dont on dispose aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'entrer vraiment dans les détails complets des résultats. Donc, les prochaines diapositives vont vraiment plutôt vous présenter une synthèse de ces 10 résultats. Également, avant d'entrer dans les résultats comme tels, je vous montre ici un portrait descriptif des personnes qui ont participé à la recherche. Je n'irai pas dans les détails pour ce portrait-là, mais seulement mentionner que, en fait, ces données-là ont été prises en compte surtout pour l'analyse intersectionnelle durant la recherche. À titre de rappel, pardon.
À titre de rappel, le questionnaire en tant que tel visait à documenter différents éléments, mais un objectif spécifique, comme l'a mentionné Isabelle, c'était d'aller documenter les violences vécues qui, elles, s'inscrivent en fait dans un continuum. Je vais revenir plus en détail au continuum dans quelques instants, mais on souhaitait d'abord vous présenter brièvement juste un portrait en fait en 4 figures qui présente un portrait global des violences documentées. Et donc, pour commencer, Catherine, tu peux changer, merci. Donc, d'abord ici, j'attire votre attention sur le fait que l'ensemble des personnes répondantes, 70% ont en fait subi au moins une forme de violence, comme vous le voyez à l'écran. Si on détaille ici selon le genre, c'est en fait 75% des femmes et 86% des personnes de la pluralité de genre et 63% des hommes qui ont subi au moins une forme de violence. Maintenant, si on s'intéresse aux personnes susceptibles de vivre du racisme, c'est près de 7 personnes sur 10 qui ont vécu au moins un événement de violence. Et finalement, si on croise la racisation et le genre, ce sont 70% des femmes racisées et 58% des hommes racisés qui rapportent encore une fois au moins une forme de violence. Maintenant, si on passe vraiment aux 4 catégories du continuum, vous avez à l'écran les définitions des 4 catégories, mais rapidement, on compte d'abord le harcèlement sexuel qui renvoie aux comportements verbaux et non-verbaux qui ne visent pas la coopération sexuelle et qui se traduisent par des attitudes insultantes, hostiles et dégradantes. Ensuite, on retrouve les comportements sexuels non désirés, qui sont en fait tous les comportements verbaux et non-verbaux offensants, non désirés et non réciproques, qui incluent d'ailleurs les tentatives de viol et l'agression sexuelle. Troisièmement, on retrouve la catégorie qui correspond à la coercition sexuelle, qui est en fait le chantage en retour de considérations futures reliées à l'emploi. Et finalement, on retrouve les violences sexistes qui sont, selon la définition du HCR, et je cite, « tout acte préjudiciable commis à l'encontre d'un individu sur la base de son genre ». Donc, en ce qui concerne la première catégorie, soit le harcèlement sexuel, vous avez à l'écran les 10 items qui sont inclus dans cette catégorie de violence. Puis, de manière générale, on note que les femmes et les personnes de la pluralité de genre rapportent toutes les formes de harcèlement présentées. Pour ce qui est des hommes qui rapportent des violences en général, il faut souligner également que les données qualitatives permettent d'avancer que plusieurs des hommes ayant rapporté des actes de violence, dont le harcèlement ici, ne correspondent pas nécessairement à la norme hétérosexuelle. Ensuite, comme dans d'autres recherches, par exemple celle mentionnée par Isabelle, le harcèlement sexuel est la catégorie, encore ici, la plus rapportée. C'est soit 5 personnes sur 10 en fait qui en ont rapporté. Et comme on l'a vu dans la diapo précédente, les résultats montrent que certains groupes sociaux sont plus à risque que d'autres de subir des violences. Dans le deuxième extrait à l'écran, que je vous laisse lire par vous-même parce qu'il est assez long, je veux juste vous faire remarquer à quel point c'est évocateur de l'intersection entre le sexisme et le racisme. Puis dans ce cas-ci, on peut même parler aussi d'agisme pour cette citation. Les rapports de pouvoir hiérarchique ont aussi une incidence sur les violences. Donc, la situation précarisante des stagiaires ressort, par exemple, des résultats. Et par contre, bien que l'impact des systèmes de pression et des rapports de pouvoir est présent dans toutes les catégories de violence, on constate ici une banalisation des gestes. Et par exemple, je vous lis en fait le premier extrait qui se trouve en orange. Il s'agit d'une professionnelle qui était dans la voiture avec le chauffeur de son organisation et celui-ci lui a dit bien sûr que vous êtes harcelé, vous êtes-vous regardé. Donc, on voit vraiment ici la banalisation du harcèlement. Concernant ici les comportements sexuels non désirés, on constate encore une fois que chacun des comportements sont rapportés par les femmes, mais que 3 formes sont plus récurrentes et vous les avez à l'écran. Puis, il est important de souligner que seules les femmes, par contre, rapportent qu'on a tenté d'avoir ou qu'on a eu des relations sexuelles avec elles alors qu'elles ne le voulaient pas. Puis, de façon globale, ce sont 3 personnes sur 10 qui rapportent des comportements sexuels non désirés. Si on analyse les réponses des personnes participantes selon le genre, ce sont en fait 34% des femmes, 14% des personnes de la pluralité de genre et 13% des hommes qui en rapportent. Puis, si on croise racisation et genre, encore une fois, ce sont 48% des femmes racisées et 17% des hommes racisés qui en rapportent.
Aussi, on voit que chez les femmes racisées, le comportement le plus rapporté vous a touché d'une façon qui vous a rendu mal à l'aise. Et ici aussi, le statut d'emploi a une incidence. Par exemple, les personnes étudiantes professionnelles et les personnes qui travaillent dans un autre domaine maintenant rapportent davantage de formes de comportement sexuel non désiré. Finalement, les extraits que vous avez à l'écran sont évocateurs encore une fois et mettent en lumière encore une fois l'incidence des rapports de pouvoir. Puis, j'aimerais juste attirer votre attention sur la citation qui est en orange encore une fois. En fait, ici, on remarque que bien que les agressions sexuelles soient moins rapportées ou dans une moins grande mesure, elles sont également subies dans le milieu de la coopération et le climat et la réponse organisationnelle ont clairement une incidence. On pourra y revenir d'ailleurs plus en détail plus tard. On passe maintenant à ce qui est de la coercition sexuelle, qui est la catégorie de violence la moins rapportée, mais c'est quand même très important de la considérer comme elle accuse plusieurs répercussions graves chez les personnes qui la subissent. D'ailleurs, les résultats montrent que, encore une fois, les femmes sont plus susceptibles de subir cette forme de violence. Et en plus des rapports de genre, les rapports de pouvoir liés au statut hiérarchique semblent aussi avoir un impact ici. On observe que les personnes étudiantes encore professionnelles et celles travaillant maintenant dans un autre domaine rapportent aussi davantage de formes de coercition sexuelle que les autres profils d'emploi. Puis, on peut voir dans la longue citation dans l'encadré orange que la coercition sexuelle, dans ce cas-ci, elle est également accompagnée de harcèlement et de comportements sexuels non désirés, peuvent mener la personne qui est victime survivante à quitter son emploi en raison des violences vécues. Et finalement, la dernière catégorie de violence qui est comprise dans le continuum et qui peut être également analysée de manière transversale est celle des violences sexistes. Globalement, les violences sexistes sont rapportées par 4 personnes sur 10. Si on détaille selon le genre ici aussi, c'est 71% des personnes de la pluralité de genre et 51% des femmes participantes qui en rapportent. Puis, si on croise genre et racisation, on voit que c'est 56% des femmes racisées qui en rapportent. Plus spécifiquement, c'est d'ailleurs 37% des femmes racisées qui rapportent avoir été traitées différemment en raison de leur sexe ou de leur genre, donc par exemple être maltraitées, insultées ou ignorées, et rabaissées ou traitées avec condescendance en raison de leur sexe ou de leur genre toujours. Donc, la citation suivante offre quelques exemples et je vais la lire. Donc, j'ai souvent assisté à des violences sexistes, soit misogynie, dévalorisation des femmes travaillant dans le milieu, encore très masculin quand on regarde au niveau décisionnel, regard incitant, etc. C'est une succession de petites actions et de microagressions qui fait en sorte que mes collègues féminines et moi sommes vigilantes à nos agissements et parfois nos paroles et nos avis. Pour terminer, avant de laisser la parole à Catherine, j'attire finalement votre attention sur un événement qui est ressorti de façon vraiment transversale dans toutes les catégories de violence, mais qu'on est allé documenter à partir d'une question spécifique également à la fin du questionnaire. Cet aspect-là est en lien aussi avec les différents systèmes d'oppression. Donc, on a posé une question qui visait à documenter à documenter comment les personnes, quelle autre forme, pardon, de discrimination les personnes participantes vivaient en fonction de leur positionnalité sociale. Donc, l'analyse des données et notamment par les récits met en lumière les systèmes d'oppression que vous voyez à l'écran, à gauche. Et un des éléments qui ressort de façon vraiment récurrente, c'est la dimension de l'âge et de façon plus spécifique encore, l'intersection entre le sexisme et l'agisme. Alors que, par exemple, les jeunes femmes, particulièrement celles qui sont dans des conditions précaires comme les stages, sont plus portées à subir des violences. Également, le racisme est une forme de discrimination, une des formes de discrimination, les plus rapportées dans cette section. Et dans la même lignée, on souligne aussi les rapports de pouvoir coloniaux qui structurent justement le domaine de la coopération internationale et qui participent évidemment à l'exacerbation des violences. Donc voilà, j'espère que ce petit portrait vous a aidé à un peu mieux comprendre la recherche. Évidemment, on n'a pas eu le temps de s'attarder à toutes les formes de violence ni à toutes les illustrations des violences qui ont été trouvées dans les résultats, mais on pourra en revenir également dans la période de discussion. Donc, je passe maintenant la parole à Catherine. Merci. Merci.
Merci, Laurence. Donc, en plus de documenter les violences qui étaient subies, l'enquête visait aussi à contextualiser ces violences-là parce que la compréhension des éléments contextuels nous aide là, à identifier des actions qui seraient nécessaires à prendre pour éradiquer les violences. Donc, c'est ce que je vais vous présenter dans les prochaines diapositives. J'ai de la misère avec mon cursus, je suis désolée. Donc, d'abord, les résultats montrent que chez les personnes qui vont subir les violences, les 2 statuts d'emploi les plus récurrents sont, et dans l'ordre, celui de professionnel et de stagiaire. Donc, les gestes de violence sexistes et sexuelles sont commis par une grande diversité de personnes occupant des postes tout aussi diversifiés. Par contre, il y a une grande proportion des gestes qui sont évoqués dans l'enquête qui a été commise par des collègues de l'organisation dans laquelle la personne victime travaillait. Ensuite, ma collègue Laurence en a parlé un petit peu. Donc, les rapports hiérarchiques ressortent également comme un facteur d'exacerbation des violences pour les femmes et les personnes de la pluralité de genre. Vous pouvez consulter justement l'écran, la figure à l'écran qui illustre cette situation-là. Les personnes participantes étaient aussi questionnées sur le genre des personnes ayant commis les gestes et les hommes y sont majoritairement représentés. Concernant le secteur d'activité des personnes victimes survivantes, c'est le secteur de l'égalité des genres et des droits des femmes qui était le plus souvent mentionné. Les personnes participantes étaient aussi invitées à indiquer là, les contextes dans lesquels sont survenues ces violences-là. Donc, dans le rapport complet, vous avez des tableaux qui vous présentent les résultats en fonction du genre et de la racisation de manière beaucoup plus détaillée. Pour les fins de la présentation aujourd'hui, je vais vous présenter de façon globale certains résultats en présentant les contextes qui ressortent le plus, qui sont liés au travail en coopération internationale et qui peuvent nous amener à réfléchir sur l'importance de rendre ces espaces-là sécuritaires. Donc, d'abord, le contexte général du travail, donc les tâches quotidiennes, par exemple, des réunions de travail, c'est un contexte dans le cadre duquel la plus grande proportion des violences a lieu. La première citation que vous avez à l'écran fait notamment écho à ce résultat-là, alors qu'une participante va dire, et je cite, « Les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel sont courants dans mon organisation. Aux réunions, les collègues font des blagues déplacées aux femmes, les femmes sont déshabillées du regard. » Les résultats que vous avez à l'écran montrent que les violences surviennent aussi au siège social, donc lors de déplacements ou d'affectations, dans les activités de formation, dans les activités de team building également ou d'enseignement, lors de repas de travail ou encore dans les transports locaux. Bref, dans tous les espaces de travail, ce qui n'est pas non plus sans incidence. En effet, bon, les répercussions des violences sont multiples, on va le voir dans un instant, et elles sont autant d'ordre professionnel que personnel. Ici, en cohérence avec les résultats précédents et avec les recherches similaires également, on va constater que la responsabilité repose encore majoritairement sur les épaules des personnes victimes survivantes. Il n'est donc malheureusement pas surprenant de constater que les répercussions, en fait, la répercussion la plus rapportée est celle du fait d'avoir évité les contacts avec la personne ayant commis les gestes. En phase avec les résultats présentés jusqu'à maintenant, on voit aussi que les personnes à l'intersection de divers systèmes d'oppression, soit les femmes, particulièrement les femmes racisées, et les personnes de la pluralité de genre, vont relater d'importantes répercussions. Il peut s'agir de répercussions sur la carrière, donc vous en avez divers exemples à l'écran en ce moment. Il peut s'agir de difficultés à poursuivre leurs activités professionnelles, avoir eu l'intention de changer de parcours professionnel, avoir changé leur parcours professionnel, avoir eu l'intention de changer de domaine et l'avoir fait. J'attire d'ailleurs votre attention sur la troisième citation que vous avez à l'écran, où est-ce qu'il y a une participante qui va dire « J'ai quitté mon premier poste le plus stable et le plus lucratif avec les meilleures opportunités d'avancement professionnel entièrement à cause du harcèlement dont j'ai été victime sur mon milieu de travail. » Et vous avez aussi la quatrième citation où une témoin relate que le harcèlement vécu par une stagiaire a mené à l'abandon de son stage et à son retour précipité au pays. Les répercussions sont aussi personnelles, donc par l'entremise de conséquences physiques et psychologiques. Les personnes participantes vont parler d'anxiété, d'invalidité, de dépression, d'état d'alerte constant, de sentiment de culpabilité. La troisième citation ou le troisième extrait que vous avez à l'écran évoque notamment une charge mentale que les collègues masculines ne semblent pas avoir autant. Donc, c'est intéressant. Je reviens aussi ici sur le point nommé tout à l'heure concernant le fait qu'on va souvent responsabiliser encore les personnes victimes survivantes alors que plusieurs se questionnent sur leur propre comportement
et vont même jusqu'à changer, par exemple, leur habillement. Je vous lis justement la dernière citation où une participante va mentionner des malaises, de l'insécurité et des questionnements sur mon habillement qui n'a jamais été provocatrice, au contraire professionnelle comme mon attitude. Mais bon, on questionne plus ce que les femmes ont fait pour attirer cela que ce que les hommes pensent pour agir ainsi. Maintenant, si on passe au dévoilement, signalement et dénonciation, en cohérence avec les autres études portant sur les violences sexistes et sexuelles, les personnes dévoilent plus qu'elles dénoncent ou signalent les événements. Le dévoilement, eh bien, c'est le fait de parler des événements sans nécessairement entamer une démarche de signalement ou de dénonciation auprès d'une instance officielle. La majorité des personnes ayant dévoilé les violences l'ont fait à une personne qui faisait partie des membres de leur entourage. Les signalements et les dénonciations qui impliquent là, une démarche auprès d'une instance officielle sont minimes par rapport aux violences qui ont effectivement eu lieu. Les résultats montrent aussi que seulement 3 des femmes et 13 des hommes ont signalé un événement à la police, tandis qu'aucune personne de la pluralité de genre ne l'a fait. Par ailleurs, des participantes et des participants ayant subi des violences dans le cadre de leurs activités professionnelles, la majorité n'a dénoncé aucun des événements aux instances et ressources organisationnelles. Les personnes ayant dénoncé étaient aussi invitées à donner leur degré de satisfaction face au soutien qu'elles et elles ont reçu. C'est près du tiers des personnes répondantes qui ont qualifié de très insatisfaisant le soutien reçu par les ressources organisationnelles. Si plusieurs répondantes et répondants affirment avoir reçu du support, eh bien, les récits qualitatifs démontrent un manque de soutien important. Les deux extraits que vous avez à l'écran ne sont que quelques exemples, donc notamment le deuxième où on demande à la personne ayant subi les violences si elle souhaitait faire une formation pour sensibiliser le personnel aux violences sexistes parce qu'elle était spécialiste genre. Maintenant, si on passe aux raisons des non-dénonciations, les personnes participantes mentionnent plusieurs raisons pour expliquer l'absence de dénonciation aux ressources et aux instances organisationnelles. D'abord, on va constater une banalisation et une minimisation des violences. Donc, le fait de penser que la situation n'est pas assez grave pour signaler, mais aussi penser que c'est normal et accepté dans le milieu. Il y a ensuite le manque de confiance envers les ressources, donc la crainte que la situation ne soit pas prise au sérieux par les organisations, mais aussi la crainte que la dénonciation puisse nuire à leur carrière. On peut relier ces craintes aux structures de pouvoir et de hiérarchie aussi qui vont favoriser la protection des individus auteurs de violences. Donc, le sentiment d'impunité est d'ailleurs souvent évoqué dans les résultats. Les données ont permis aussi de mettre de l'avant l'importance des rôles des personnes témoins et confidentes, mais également des obstacles rencontrés par celles-ci. Des 132 personnes ayant répondu à la question, plus d'1 personne sur 3 affirme avoir été témoin de violences sexistes et sexuelles. Vous avez là les détails selon le genre à l'écran. Comme on l'a vu plus tôt, les violences ont lieu dans les différents contextes de travail, particulièrement les tâches quotidiennes. Il est donc aussi intéressant de voir que les personnes qui sont témoins des violences vont dire que dans près de 70 des cas, les violences sont subies par un ou une collègue de leur propre organisation. Par ailleurs, les récits vont témoigner de l'ambiguïté à déterminer l'intentionnalité des personnes qui commettent les gestes de violence. La banalisation des gestes est souvent évoquée comme dans la première citation que vous avez à l'écran. Je vais la lire. Donc, ça dépend des cas. Beaucoup de situations sont normalisées et certaines personnes posent des gestes parce que tout le monde le fait, parce que d'autres le font consciemment. Donc, la majorité des personnes témoins affirment être intervenues. Donc, plusieurs témoins indiquent aussi ne pas être intervenu directement, mais avoir par la suite dit à la personne victime survivante d'éviter la personne qui avait posé les gestes violents. D'autres ont indiqué avoir essayé d'interrompre ce qui se passait et avoir détourné la conversation vers un autre sujet. Près du tiers des femmes témoins rapportent n'avoir rien fait au moment de l'incident, mais avoir par la suite fait face à la personne qui avait posé le geste et ou signalé l'incident elle-même. L'intervention directe envers la personne commettant les gestes de violence est révélée en moins grande proportion. Donc, c'est à noter. Plusieurs raisons peuvent dissuader les personnes témoins d'intervenir. Celle qui était la plus rapportée, c'est de croire que leur intervention aurait causé des relations de travail ou d'études plus tendues. D'autres
D'autres ont peur d'être perçus comme faisant de l'ingérence, ont peur de créer de la discorde ou encore ont peur des représailles. Les données que vous avez à l'écran indiquent aussi que près de une personne sur 3 a reçu des confidences. Ce sont des confidences qui viennent majoritairement de collègues de leur organisation. Les 40 personnes confidentes ayant répondu à la question portant sur leur propre réaction face aux confidences évoquent presque à 100% le fait d'avoir écouté la personne qui se confiait. Près de 40% mentionnent ensuite avoir suggéré à la personne victime survivante de consulter des ressources professionnelles et dans une moindre mesure, elles mentionnent aussi avoir conseillé à la personne de porter plainte auprès de la police. Les récits montrent que les personnes témoins et confidentes vivent des sentiments d'impuissance et de culpabilité. Ils montrent aussi que selon le rôle qu'on occupe dans l'organisation, donc selon notre expérience, selon notre position sociale, il serait plus ou moins facile d'intervenir, comme l'illustre la première citation en orange. Mais il reste que les personnes témoins et confidentes ont un rôle central à jouer de soutien pour les personnes, un rôle de soutien qui doit s'adapter aux personnes au rôle et au rythme, donc il doit s'adapter au rythme des personnes qui vont subir les violences, comme le souligne le dernier extrait que vous avez également à l'écran et je vais la citer. Je lui ai demandé si je pouvais faire quelque chose. J'en ai parlé à ma direction, je l'ai soutenue en me rendant disponible lorsqu'elle avait besoin d'en parler. J'ai réfléchi avec elle et d'autres collègues sur nos options pour amener le tout plus haut à la direction, alors qu'à l'époque, on avait une politique contre le harcèlement qui disait quoi faire pour les personnes du siège social, mais qui ne prévoyait rien ou n'était pas clair pour le personnel terrain. Donc, cette citation montre aussi l'importance du soutien organisationnel et je laisse maintenant la parole à Isabelle parce qu'elle va aborder cette dimension. Merci beaucoup, Catherine. Donc, en effet, l'enquête visait aussi à documenter les mesures organisationnelles existantes, mais aussi celles à renforcer ou à développer. D'abord, il n'est pas surprenant de constater que près de 80% des personnes disent que leur organisation possède une politique, un code de conduite, un plan d'action sur les violences sexuelles. C'est un peu intriguant de voir que près de 10% ne sait pas s'il y a l'une ou l'autre de ces mesures-là. C'est encore plus préoccupant, je dirais, de constater que 47% disent qu'aucun suivi n'a été fait sur le code de conduite ou le plan d'action depuis leur embauche. 15% disent ne pas savoir si ce suivi-là a été fait. C'est aussi intéressant de constater que dans les récits, il y a diverses personnes qui soulignent les limites de la seule présence de politique sans changement structurant. Vous avez 2 extraits à l'écran qui viennent soutenir ça et je les lis. Le premier, une personne dit « Cette politique a été développée sous la contrainte d'Affaires mondiales Canada et n'a jamais été appliquée. Aucune ressource ne lui a été destinée, la version finale n'a jamais été présentée aux employés et nous n'avons reçu aucune formation à ce sujet, malgré de nombreux cas et signalements. » Et il y a une autre participante qui ajoute « Il y a certains trucs en place, mais j'ai toutefois l'impression que ces mécanismes sont là pour que l'organisation paraisse bien et non pas pour que les victimes les utilisent vraiment à leur aise. » Et elle ajoute même qu'elle n'est pas à l'aise d'utiliser ces ressources-là. Ça ne veut pas dire que les organisations ne mettent pas en place des activités de sensibilisation comme de la formation à l'embauche ou en cours d'emploi, des formations qui peuvent être soit obligatoires, soit optionnelles, des campagnes de sensibilisation, qu'elles soient à l'interne ou à l'externe des organisations, des espaces physiques ou virtuels de partage d'informations et, dans quelques cas, des comités thématiques sur les violences sexistes et sexuelles. J'attire votre attention concernant le caractère souvent optionnel des formations en cours d'emploi. Les personnes participantes soulignent que cette formule-là ne permet pas de garantir que tout le monde va être sensibilisé aux enjeux, mais aussi que les personnes ne se sentiront pas outillées en cas de dévoilement et de dénonciation dans leur organisation, ou encore si elles sont témoins, confidentes ou si elles-mêmes vivent des violences. Ensuite, des 125 personnes qui ont identifié les services de soutien et d'accompagnement dans leur organisation, celui le plus récurrent, c'est un mécanisme confidentiel et anonyme pour les personnes victimes survivantes qui souhaiteraient obtenir, par exemple, du soutien, rapporter ou dénoncer une situation vécue. On parle parfois de formulaire en ligne de courriel ou d'autres modalités. Il y a d'autres services qui sont aussi identifiés, par exemple des services de soutien psychologique, des personnes ressources, des lignes téléphoniques générales pour le soutien aux employés, mais aussi des lignes téléphoniques spécifiques pour la question des violences sexuelles.
Encore une fois, j'attire votre attention sur un point, c'est le fait que la présence de ces services-là est toujours beaucoup plus importante au siège canadien que dans les autres pays d'intervention. Dans cette optique-là, c'est quand même intéressant de se questionner à savoir si, les services offerts sont suffisants, mais qui y a accès? D'abord, puis là, c'est un point que vous n'avez pas nécessairement à l'écran, mais il y a 37% des personnes participantes qui trouvent justement que les services de leurs organisations sont insuffisants. Ensuite, comme vous le voyez à l'écran, il y a 30% des personnes qui considèrent que les services ne sont pas accessibles pour toutes les personnes pouvant en avoir besoin et 35% ne savent pas en fait si les services sont accessibles ou non. Donc, ce n'est pas parce que des services existent qu'ils sont nécessairement accessibles. Les témoignages mettent de l'avant aussi le fait que l'accès aux services peut découler de certains privilèges. Privilèges, par exemple, liés à la stabilité des contrats, à l'accessibilité culturelle aux services, à la connaissance du fonctionnement de ces services, mais aussi au rapport de pouvoir. Et à ce sujet-là, il y a une participante qui dit, et je la cite, c'est une citation que vous avez à l'écran, elle dit qu'il y a certes la banalisation généralisée des violences sexistes et sexuelles, mais à cela s'ajoutent d'autres difficultés pour les personnes à l'intersection de divers systèmes d'oppression, notamment le racisme et le capacitisme. Elle ajoute, par ailleurs, de façon générale, dans diverses organisations, les rapports de pouvoir et les relations de proximité entre les personnes qui commettent les gestes et celles qui sont responsables de recevoir les dénonciations rendent l'accès aux services beaucoup plus difficile. Dans cette optique-là et au sujet de l'aide souhaitée, il ressort des résultats que la majorité des personnes participantes préfèrent que cette aide provienne de l'extérieur de l'organisation afin d'éviter de potentiels conflits d'intérêts. Elles jugent aussi prioritaire que les organisations se dotent de politiques claires et transparentes qui permettraient non seulement d'informer le personnel sur les démarches à entreprendre, mais aussi sur les mesures pour appuyer toutes les personnes pouvant être impliquées. Il y a aussi différents récits qui soulignent le rôle central des personnes en situation d'autorité ou qui occupent des postes décisionnels afin de favoriser des milieux exempts de violence. Et là, c'est une longue citation, mais je me permets de vous la lire. Donc, la personne dit « Malgré les politiques, malgré les formations, si les personnes responsables de haut niveau entretiennent une culture toxique, l'ensemble de l'organisation reflète cette posture. » Elle ajoute de sa propre expérience, la volonté politique de mon organisation n'était pas présente pour atteindre une réelle justice de genre. L'organisation faisait ce que le bailleur demandait sans remettre en question ses pratiques. Par exemple, depuis la politique féministe d'AMC, un ensemble d'outils de gestion était mis en place, mais la politique n'était pas appliquée. La personne ressource responsable du safeguarding cherchait d'abord à protéger l'image des dirigeants auprès des bailleurs et l'image de l'organisation. En plus de se prononcer sur l'aide souhaitée dans leur organisation, les personnes participantes étaient aussi invitées à se prononcer sur ce qu'ils et elles souhaiteraient de la part des associations et des réseaux d'ONG pour participer à la sensibilisation. D'abord, il y a quelques éléments là, qui ressortent. Je vous en nomme deux. Premièrement, développer des campagnes de sensibilisation afin d'informer la communauté de coopération internationale des règles juridiques, des obligations éthiques et des politiques et conventions nationales et internationales visant à proscrire ces violences. Et un autre point intéressant, offrir un service centralisé pour accompagner et soutenir les personnes ayant vécu des violences. Une autre question ouverte, celle-ci permettait aussi de recueillir les attentes face aux bailleurs de fonds. Il y a 4 points qui ressortent, puis les citations que vous avez à l'écran viennent de ces résultats-là. Donc, dans les points qui ressortent, d'abord, la nécessité de formation et de mesures contextualisées. Ensuite, plusieurs mentionnent le besoin de soutien technique et financier et insistent sur le fait que ce soutien ne doit pas se limiter au fait d'exiger des politiques. Et les suggestions, elles incluent, par exemple, le financement de formation et de campagnes de sensibilisation, l'inclusion des enjeux des violences sexistes et sexuelles dans le financement et l'accompagnement des projets. Le financement de la recherche sur le sujet est aussi mentionné par diverses personnes. On parle aussi de la nécessité d'inclure des processus clairs et plus contraignants avec de la reddition de comptes. Et finalement, les personnes participantes insistent sur le fait que les enjeux de violence sexistes et sexuelles sont aussi présents chez les bailleurs de fonds et que les réflexions et les actions doivent également se faire au sein de ceux-ci.
Donc, en guise de conclusion, on voudrait vous poser juste certaines pistes de réflexion. C'est qu'on vous a donné beaucoup de matériel. D'abord, on est tout à fait consciente que l'essentiel des résultats qui sont présentés ici présentent en fait des réalités qui ne sont pas nouvelles, bien malheureusement. Les résultats, ils font écho à des préoccupations des organisations, ils font écho à d'autres recherches sur le même sujet et dans d'autres domaines. Mais il n'est pas moins important de documenter et de recueillir les récits des personnes, entre autres pour mettre en lumière la multiplicité des violences et de leurs impacts, mais aussi l'incidence des rapports de pouvoir et les limites parfois des mesures existantes. Parce qu'une des choses qu'on constate aussi, c'est que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, elle est constamment à réitérer. Bref, la recherche, c'est un outil de plus pour la réflexion sur la nécessité d'adopter une approche holistique et collaborative entre les différents acteurs et actrices du milieu. On parle ici, oui, des institutions d'enseignement, des OCI, des réseaux d'organisation, des bailleurs de fonds, bref, de tout le monde pour prévenir et pour remédier aux violences sexistes et sexuelles. Donc, on vous remercie et on a bien hâte à l'espace d'échange. Merci pour la présentation, Isabelle et équipe. Beaucoup de choses à couvrir. Je vais commencer à introduire les panélistes. Pour commencer, je vais introduire notre modérateur, Michael Arnaud. Michael Arnaud, expert en genre et violence basé sur le genre, a une vaste expérience dans le domaine humanitaire et du développement international. Après, Leila Momouni Chouassi, qui est experte en justice raciale avec le Centre de l'Arc des Anti-Racist Hub. Michel Asselin, en 2018, l'ACOSI a entrepris une vaste chantier sur les violences sexuelles dans le secteur de la coopération internationale. Nous avons développé l'ACOSI ont développé une approche féministe et centrée sur la survivante, en réponse aux besoins exprimés par leurs membres d'accroître leur capacité. Puis Gabrielle Dubé, qui est originaire de Lévis. Gabrielle travaille dans le domaine de la prévention des violences sexuelles depuis maintenant 5 ans, dont 3 dans son poste actuel à l'unité de prévention de l'exploitation et des abus sexuels avec Affaires mondiales Canada. Et maintenant, je vous passe le relais, Michael, en tant que modérateur de cette discussion en panel. Merci beaucoup. Je vais commencer par remercier aussi l'équipe de recherche pour cette très belle présentation. Puis je vais inviter aussi toutes les personnes qui font plaisir d'être avec nous aujourd'hui d'aller voir la recherche qui est disponible en français. Puis j'ai compris qu'elle sera disponible en anglais aussi très bientôt. Donc, je vous invite à aller lire. Et puis aussi, il y a une synthèse qui existe aussi. Si vous n'avez pas le temps de lire cette riche recherche, au moins peut-être vous pouvez aller voir cette synthèse qui est très intéressante. Merci aussi Emmanuel pour l'introduction. Et puis je vois que donc j'ai Michel, j'ai tout le monde sur mon écran. Donc on va pouvoir commencer. L'idée vraiment de ces 30 prochaines minutes, 25 prochaines minutes, je ne sais plus combien de temps, en tout cas, je c'est vraiment d'essayer de faire le lien entre justement ces résultats qui sont, comme l'a dit Isabelle, ne sont pas non plus surprenants ou nouveaux, et de voir en fait qu'est-ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut tirer des bénéfices de cette recherche et puis les appliquer dans la pratique du terrain de la coopération internationale. Donc, on a la chance d'avoir une grande diversité aussi d'expertise et d'expérience sur cette table ronde. Donc, ma première question à mes panélistes aujourd'hui, donc c'est la méthodologie quand même de cette recherche a permis de prendre des angles quand même très variés. Excusez, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dit, et il faut que je confirme que je parle en anglais, mais je parle en français. OK, je ne sais pas ce que c'est. OK. Donc, la méthodologie qui est adoptée par l'équipe de recherche, c'est vraiment permet de prendre des angles très variés, avec notamment une perspective qui est assez intéressante sur l'intersectionnalité des violences par rapport à leur nature et à leur impact.
Et puis, on a vu quand même un effort très fort de ventilation et d'analyse plus approfondie de ces données-là en fonction de ces différentes dimensions. Donc, mes questions, ce serait, qu'est-ce que selon vous, qu'est-ce que selon votre expérience, cette perspective intersectionnelle qui est adoptée par la recherche apporte à la discussion sur les violences sexuelles dans la coopération internationale? Donc, ben, je ne sais pas qui souhaiterait se lancer. Pas tout le monde à la fois. Peut-être on pourrait commencer en ordre que j'ai présenté. Alors, je me souviens pas. Je pense que c'est Leïla qui était présentée en Léla, première. c'est bien ça, oui. Donc, je te laisse parler. Je vais vous demander de m'excuser. Le français, c'est ma langue maternelle, mais la transition n'est pas toujours très gracieuse, sachant que je parle très souvent en anglais dans le travail. Alors, moi, je travaille au Centre de l'Arc. Alors, nous, on travaille vraiment en antiracisme. Et je trouve pour moi, dans toute ma carrière, autour des problèmes sur l'équité, sur les balances de pouvoir, sur les violences à leur intersection et puis liées aux différentes institutions dans lesquelles on existe. Je pense que cette façon de voir cette recherche d'une façon intersectionnelle nous a vraiment donné comme une photo plus réelle. Aucune des violences, aucune des choses qu'on vit dans un espace colonial se passe dans un vide. Alors, je trouve que ça nous donne vraiment un peu le modèle pour comprendre les problèmes à leurs racines, mais aussi pour vraiment être capable de créer et puis d'utiliser ces données d'une façon qui nous donne une direction pour les adresser qui va vraiment être sustainable, durable. Alors, oui, pour moi, je trouve qu'on ne peut jamais vraiment être en train de regarder aucun problème, aucune violence, aucun résultat aucune des choses qui sortent d'un système patriarcal, parce que moi, en travaillant en antiracisme, je veux dire, le racisme est quelque chose dont le système patriarcal et à travers ça, le colonialisme dépend, la même chose que la misogynie. Alors, je trouve que quand on regarde les choses d'une façon intersectionnelle, on est vraiment en train de vouloir aller jusqu'à la racine pour qu'on puisse être capable de non seulement comprendre notre société, mais vraiment être capable d'adresser tous les différents problèmes qu'on est en train de vivre d'une façon appropriée. Merci beaucoup, Leïla. Puis j'aime beaucoup ton expression de aller à la racine. Vraiment, je pense que ça a été vraiment très bien souligné aussi pendant toute la présentation, d'essayer d'aller comprendre, approfondir les systèmes d'oppression et de privilèges. Peut-être, Michel, veux-tu apporter ton point de vue? On ne peut pas faire une analyse des violences sans intégrer une approche intersectionnelle, parce que les violences sont subies dans un contexte patriarcal, dans un contexte aussi économique, donc capitaliste, et pour les OCI particulièrement, dans un contexte colonial. Donc, les personnes qui sont victimes des violences, qui sont perpétrées dans notre réseau, sont dans des pouvoirs inégaux. Les OCI sur le terrain, par exemple, sont des bailleurs de fonds, ont énormément de pouvoir et il y a eu des exemples très parlants dans la recherche où on dit, ben, ce qui se passe au siège, c'est pas ce qui se passe sur le terrain. Donc, pour nous, ça nous interpelle de plein fouet et on est aussi dans des systèmes économiques de dépendance. Je ne dis pas que ça ne se passe pas au Canada aussi, mais il y a cette analyse intersectionnelle, elle est portée par de nombreux groupes et j'ai apprécié qu'au début de la recherche, nous, à la COSI, on s'est basé, par exemple, sur toute l'approche axée sur les victimes développée par le regroupement québécois des CALAX. Donc, et on tire acquis de dizaines d'années d'analyse féministe intersectionnelle qui nous permettent de mieux comprendre le phénomène. Maintenant, comment mieux agir peut être une autre question.
Merci beaucoup, Michel. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion d'explorer ça dans les prochaines questions aussi. Gabrielle, est-ce que tu souhaites apporter ton point de vue, peut-être en tant que représentante aussi d'Affaires mondiales Canada? Ouais, ça, merci, Mickaël. J'allais dire, je vais essayer de représenter la perspective des bailleurs de fonds le mieux que je puisse, mais on s'entend que la perspective d'Affaires mondiales Canada, c'est celle que je représente le mieux. Euh, d'une- Malgré le fait que ça fait des années que les victimes, les survivants, les survivantes, à travers le globe le demandent, je vous dirais que dans les dernières années particulièrement, on parle de diversifier les outils, s'assurer que les outils représentent les contextes dans lesquels les victimes, les survivants, les survivantes vivent. Donc, d'écouter la variété des expériences vécues, c'est quelque chose qui ressort dans nos réunions internationales, dans nos forums et dans tout comme le contexte international qu'on discute. Il y a surtout il y a souvent des tendances qui viennent, qui partent. Puis une des priorités qu'on a pour les bailleurs de fonds des Nords particulièrement, parce que évidemment, ça c'est toute une autre histoire, mais les bailleurs de fonds des pays des Sud sont souvent pas inclus dans les discussions. Mais dans celles qu'on a, en particulier, on s'intéresse au contexte différent, puis comment on peut adapter nos outils puis s'assurer que les organisations qu'on finance adaptent leurs outils à différents contextes. Merci beaucoup. Et puis, peut-être pour souligner ce que tu disais, les bailleurs de fonds du Nord, du Sud aussi, rappeler une des limites de la recherche qui a été rappelée aussi au début quand même de la présentation, c'est le fait que l'enquête a porté auprès de personnes qui travaillaient dans le milieu de la coopération internationale. Et donc, l'enquête n'a pas non plus été voir la perspective des personnes bénéficiaires, pardon, du mot, qui est encore un peu trop utilisé dans nos contextes, mais des personnes qui participent au projet qui sont aussi très, très vulnérables à ces questions-là. Et puis, on a parlé de l'accessibilité des services, etc. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à garder en tête si vous n'avez pas encore eu la chance de lire ni la synthèse ni la recherche. Maintenant, ma deuxième question. Donc, en lisant cette recherche, il y a beaucoup de résultats et d'expériences qui sont malheureusement connus dans le secteur, qui ne sont pas surprenantes. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, puis Isabelle l'a mentionné à sa conclusion. Mais pourquoi, selon vous, quand même, est-il si important que ces faits et ces résultats, bien que connus, soient compilés dans cette recherche? Est-ce que, quand même, parmi ces résultats, est-ce que dans votre lecture, vous avez été surprise par certaines des choses qui sont ressorties dans la recherche? Et quelle serait votre interprétation? Pardon. Leïla, est-ce que tu veux te lancer? Je pense, moi, je viens d'un côté aussi où j'ai été une personne qui prenait ou qui collectait les histoires de personnes qui ont vécu euh, les violences sexuelles. Alors, moi, je trouve toujours, à chaque fois que je vois des chiffres, je trouve toujours qu'ils sont beaucoup plus bas, et on sait, comme a été expliqué dans la présentation, toutes les raisons pourquoi. Alors, je pense pas qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment surprise dans les chiffres, Euh, mais je dirais que oui, je trouve que très souvent, et puis encore en train de faire la connexion dans mon travail juste maintenant dans l'antiracisme, je pense que très souvent on est en train de rentendre les mêmes chiffres encore et encore et encore. Et puis oui, c'est sûr qu'il y a une importance dans le fait que aussi chaque recherche est en train de s'approfondir. Alors on est en train d'être capable de réécouter les réalités de personnes et puis les choses qu'ils sont en train de vivre. Euh, mais je pense que pour moi, ça a toujours été intéressant l'importance qu'on met sur, je sais pas comment le dire d'une façon, parce que bien sûr, j'ai tout le respect pour la recherche et puis la collecte de la recherche et puis comment on écrit ou euh, je vais dire, on institutionnalise
les informations, mais je dirais qu'il y a une partie de moi, dans mon travail à travers l'équité, ça fait maintenant des milliers de personnes à travers le Canada que j'ai formées sur différents sujets d'équité, de violence sexuelle, d'antiracisme, de capacitisme, de toutes les choses qui ressortent de notre système inéquitable et capitaliste et colonialiste et raciste et toutes ces choses. Et puis, je pense que des fois, j'ai un peu d'un disconnect avec le fait que on est en train de lire ces choses, mais on n'est pas en train de voir euh, le changement. Et je pense qu'il y avait une question dans le chat qui parlait à propos de comment est-ce on est un peu toujours ici après des années de politique qui sont directement écrits puis créés pour euh, combattre ces réalités. Euh, alors, je pense que pour moi, c'est un peu la question, pas la question, mais je pense qu'il y a excusez-moi, je suis un peu partout. Je pense qu'il y a une importance à continuer à avoir ces chiffres et puis être capable de dire que, bon, qu'on n'entende pas toujours, ah, mais c'est des chiffres de 1998 ou c'est des chiffres et puis savoir, non, ça, ces chiffres, c'est de maintenant. Mais je pense qu'il y a toujours pour moi dans ces conversations aussi le côté que je pense que l'important, c'est de montrer que après toutes ces années, on est toujours en train de voir ces chiffres, on est toujours en train de voir ces réalités, qui veut dire qu'on n'est pas en train de regarder ces problèmes d'un côté, de vraiment en train de vouloir euh, gérer la cause à la racine. Et je pense que les choses qui ont été ramenées dans la présentation, même autour de les organisations, sont très souvent en train d'essayer de protéger les personnes qui ont le pouvoir, la réputation de l'organisation, la façon que notre société vraiment invalidates beaucoup des réalités vécues à travers les systèmes de pouvoir et les systèmes de violence, toutes ces choses. Je pense que tout ce petit ramble pour dire, je pense que c'est important qu'on continue à les voir parce que ça nous confronte au fait que nous-mêmes, comme personnes qui sont intéressées dans ce travail, qui travaillent directement dans ces réalités, avec ces réalités, on est toujours aujourd'hui en train de voir ces mêmes réalités. Et puis, je pense, pour moi, en antiracisme, ça revient toujours, ça fait maintenant tellement de fois que je fais des formations, tellement de fois que je suis en conversation, tellement de fois, et puis c'est comme si on arrive à un point qui est comme, mais alors qu'est-ce qu'on fait si on est toujours en 2024 en train de voir les mêmes chiffres, les mêmes réalités, le même vécu, et qu'est-ce qui devient la réponse à ces problèmes si on est dans le même cycle après toutes ces années? Merci Leila. Puis ça me fait penser à une expérience en 2018 où est-ce que j'étais encore formateur sur les questions de violence basée sur le genre en contexte humanitaire et puis de parler avec mes collègues et de dire je ne comprends pas pourquoi en 2019 je suis encore en train de dire qu'il faut mettre des cadenas sur les toilettes dans les camps de personnes déplacées. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore passé à autre chose, parler des normes sociales, des attitudes, etc. Donc, le martelage, c'est important, mais c'est vrai que c'est usant. C'est ça que je peux entendre de ton intervention. Merci beaucoup. Michel, est-ce que tu souhaites apporter ton point de vue? Oui, ben, je suis d'accord avec Laïla et toi aussi, Michael. Et puis, je sais que ce que vous exprimez, ça s'est exprimé aussi par une majorité d'OCI. Et je suis pas surprise par l'enquête, mais elle documente. Et nous, comme ACOSI, on va s'en servir dans notre plaidoyer. On a bâti un plaidoyer avec nos membres et on fait face à une violence systémique, hein. C'est comme le racisme, en fait. Et il faut, Leïla, tu as tellement raison quand on dit qu'il faut aller aux racines. Et nous, on agit, mais il faut agir collectivement, il faut ébranler, heu, Gabrielle, merci d'être présente, les bailleurs de fonds, mais l'État et il faut des grandes prises de position. Mais ceci étant dit, nous, comme OCI, on a des responsabilités, mais on n'est pas tous semblables. Il y a des très grosses organisations, il y a des petites, des moyennes et des très petites. Et moi, j'ai pas été surprise, mais très bouleversée par les témoignages des survivantes
ou des témoins qui disent ne pas avoir eu d'impact, ne pas avoir été entendus, ne pas avoir reçu des services malgré l'adoption de nos politiques, etc. Donc, la réflexion qu'on a portée ensemble avec les membres de l'ECOSI, c'est que nous avons besoin de renforcer le rôle de Digna, ça c'est sûr. Il faut que ce soit maintenu, développé, parce qu'on n'y arrivera pas un par un. Mais il faut aussi qu'on ait un groupe de ressources techniques. Exemple, si tu me permets, Michael, à la COSI, on a des délégations jeunesse. Nous avons, dans toutes sortes d'activités de contexte. Il est arrivé 2 fois dans notre histoire, depuis 7-8 ans, d'avoir accompagné des jeunes femmes victimes d'agression dans le cadre de leur participation à l'international. Alors, à la COSI, on appelle, nous, ben, même si on est toutes très sensibilisées, ce n'est pas ça la question, mais comment tu viens en aide à une jeune victime où tu ne connais pas la justice, les hôpitaux, etc. Ben, qui nous a aidés? C'est un Calax de Montréal qui nous a coachés. Et on était une association, on n'est pas un groupe bénévole de 3 personnes. Donc, on a besoin de ressources techniques pour des enquêtes, parce que pour que les personnes qui subissent des violences puissent dénoncer en toute sécurité, puis on l'a vu, il y a des rapports de pouvoir, comment garantir une enquête neutre, une enquête basée sur le témoignage, l'écoute. Bon, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais c'est multiple. Alors donc, là, c'est un cri du cœur à envoyer à Femmes mondiales Canada, documenté par cette recherche et documenté par nos pratiques et un besoin profond d'avoir davantage de soutien, notamment au niveau d'un groupe de ressources techniques où on pourrait aller chercher cet appui-là parce qu'on ne peut pas développer cette expertise-là parce qu'on n'y est pas confronté. Oui, c'est énormément présent, mais ça demande une multitude de compétences qui c'est très difficile quand on accompagne. Alors, Merci beaucoup, Michel. Puis, je vois dans le chat qu'il y a une personne qui a fait un commentaire par rapport aux données probantes. Donc, vraiment très intéressant aussi. Puis, c'est toujours la question de l'œuf ou la poule quand on va voir les bailleurs de fonds pour leur demander de l'argent pour la prévention des violences sexuelles ou de l'exploitation des abus sexuels, qu'on demande des données probantes, mais on parle de prévention, on ne parle pas non plus d'adresser le soutien aux victimes. Donc, c'est toujours un peu compliqué, effectivement. Mais Gabriel, désolé de te mettre sous le feu du projecteur, mais Affaires mondiales Canada a un petit peu été interpellé par Michel. Donc, je ne sais pas si tu souhaiterais ajouter ta perspective. Oui, merci. Puis merci, Michel. Et là, vous avez pris un peu les mots de ma bouche, mais évidemment, je peux commencer par dire que moi non plus, ça ne me surprend pas. Malheureusement, ça fait 3 ans que je suis dans ma position, ça fait 3 ans qu'on répète les mêmes choses. Puis c'est pas parce qu'elles n'ont pas besoin d'être répétées, c'est parce qu'on espère qu'au bout de l'année, on n'aura plus de job, qu'on va travailler à ne plus à faire les mêmes choses qu'on fait présentement. Donc, ouais, les résultats admettons, qui m'ont interpellée le plus, parce que nous aussi, comme Michel a dit, ben moi, personnellement, je vais prendre les résultats, puis je vais faire le plus de plaidoyer possible dans ma petite équipe de 2 avec Hélène. Mais au bout de la ligne, les données probantes vont être très utiles pour nous, surtout pour quand on présente notre unité, quand on parle à nos gestionnaires, parce que comme l'enquête l'a dit, comme vous l'avez dit, Léla, Michel, c'est les personnes en position de pouvoir qui ont le plus d'autorité, qui ont le plus de pouvoir de changer les choses. Donc, nous, on a un budget, on reçoit un budget par le premier ministre, par, peu importe, Treasury Board, puis ça fait que plus on a de données, ben, comme chez Michael t'a dit, c'est un peu servicieux, mais plus on a de données, plus on peut prouver, même si on n'a pas besoin de le prouver, qu'on a besoin de plus de ressources, qu'on a besoin de plus X, de plus Y. Donc, c'est important pour nous d'avoir ce genre
d'enquête-là. Donc, merci. Puis, j'en prends bonne note. Je prends note aussi des 4 demandes des organisations ou des personnes qui ont répondu. Puis de la demande de Michel qu'on entend encore et encore, puis qu'on essaye de notre côté aussi de pousser. Donc, ouais. Merci beaucoup, Gabriel. Et puis, effectivement, Digna est quand même une initiative qui est très importante. Et je pense que depuis sa création en 2018-2019, je me souviens bien, a démontré aussi son intérêt, notamment avec un appétit quand même assez important de la part des OCI, d'avoir des ressources, d'avoir une centralisation de ces ressources, et savoir où aller chercher, parce que ça, c'est un peu compliqué, effectivement, quand on n'est pas non plus nécessairement formé ou sensibilisé. Il nous reste donc un peu plus de 10 minutes pour la discussion. Donc, je passe à ma troisième question. Donc, quand on lit aussi le rapport, puis on regarde aussi sa méthodologie, l'équipe de recherche a vraiment fait un excellent travail, et ça a été souligné à plusieurs reprises, pour faire le lien entre la pratique et le vécu et la littérature existante, ce qui permet vraiment d'ancrer les résultats dans la réalité du terrain. Qu'est-ce que vous pensez justement, Gabriel, tu as un peu parlé de ça, mais concrètement, qu'est-ce que vous pensez tirer des données, des résultats et des recommandations pour changer ou améliorer l'intégration des enjeux de violence sexuelle dans votre travail, votre organisation? Et puis, tu parlais aussi, Gabriel, d'un outil de plaidoyer, donc outil de plaidoyer auprès de vos partenaires ou bailleurs de fonds. Pardon, j'ai encore oublié de distribuer la parole. Leïla. Pardon, c'est moi qui j'aurais dû comprendre le cycle permanent, mais je pense, je veux pas être, mais j'essaie toujours de mesurer mon pessimisme quand je participe dans ces conversations ou dans les conversations généralement. Euh, mais je pense que quelque chose que je tire très souvent des données comme ceci, et je pense que, Gabriel, tu l'as dit, on est en train de travailler vers comme un jour, on ne travaillera pas, mais on doit être très, moi étant une personne qui vit à beaucoup d'intersections qui me rend de plus en plus loin du pouvoir, je pense que très souvent, c'est intéressant parce que je pense qu'une des raisons pourquoi on a ces conversations en cycle, c'est que on est tous des personnes qui veulent vraiment un changement, mais on est en train de vivre dans un système, une société, des institutions qui euh, intrinsically euh, ne veulent pas qu'est-ce qu'on veut. Alors, quand on parle à propos de la fin de ces violences, que ce soit aucune qui sont relatives au système de pouvoir et les violences qui reviennent de ces systèmes de pouvoir, on existe dans une réalité que les systèmes et les institutions avec lesquels on est en relation dépendent de ces violences et puis dépendent de ces imbalances de pouvoir. Alors, je pense que très souvent, quand je lis des données, je suis comme, ça me rend un peu, moi, à ce point-ci, je pense que ça me frustre un peu juste parce que je pense que c'est plus que frustration, c'est très fâchant que à la fin de la journée, on voit ces choses en cycle et en cycle et en cycle parce que à la fin de la journée, et rien directement contre toi, Gabriel, du tout, mais quand on parle à propos du bailleur de fonds, quand on parle à propos de le système du gouvernement et puis les différents systèmes sur lesquels on dépend pour être capable de faire notre travail, ils sont là pour protéger les systèmes qu'on est en train de se battre contre. Alors, même avec les recommandations, moi, encore en disant, beaucoup de ma carrière est dans la formation. Moi, je trouve que je pourrais, après déjà ces milliers, je pourrais former 2 autres millions, on va dire, de personnes. Et je ne sais pas combien de progrès que je verrai parce qu'à la fin de la journée, je pense que qu'est-ce que ces informations qu'est-ce qu'on confronte, c'est que ça n'a rien à voir avec les politiques, ça n'a rien à voir avec beaucoup des choses qu'on essaye d'utiliser. Ça revient à une
très souvent, avec les systèmes de pouvoir, on a chacun une relation à ce système de pouvoir très personnel. Et puis, on peut écrire des politiques, on peut écrire des lois, on peut changer les choses, mais personnellement, on est conditionné dans une société qui dépend sur ces violences, sur ces systèmes, sur ces systèmes de pouvoir très violents. Et on vit dans une société qui a été créée à travers une violence non mesurable, qui a été continuée à être soutenue par une violence inhuman. Alors, je sais pas, je pense, pour moi, quand je pense aux recommandations et quand je lis même les vécus ou qu'est-ce que les personnes ont écrit de leur expérience personnelle, je pense que c'est toujours vraiment triste que ça fait des millions de personnes qui ont partagé ces réalités et on continue à voir que les mêmes choses sont en train d'être dites et qu'on peut continuer à travailler pour essayer de changer le système, mais le système dans lequel on travaille dépend sur le fait qu'on s'épuise et puis qu'on continue à lancer euh, tout ce qu'est-ce qu'on peut contre le système et puis que il le prend un peu pour dire OK, nice try. Et puis nous, on va continuer à faire qu'est-ce qu'on fait. Alors, ouais, je pense que les données, les recommandations sont vraiment importantes. Je pense que aussi avec les bailleurs de fonds, très souvent, même dans l'antiracisme, on dit toujours qu'est-ce qu'on doit demander aux bailleurs de fonds ou qu'est-ce que cette relation doit être pour être capable de faciliter ce changement. Mais en même temps, il faut toujours se rappeler que les choses que nous, on est en train d'essayer de s'avancer sont très souvent les mêmes problèmes que les bailleurs de fonds sont en train de vivre ou de gérer ou même de promouvoir. Alors, tout ça pour dire, je pense, rien de positif, mais on est dans un cycle vicieux qui est un peu difficile à s'en sortir, mais ce travail, bien sûr, est important que ça vienne au plaidoyer, puis, ouais. C'est important. J'aime beaucoup ton expression de pessimisme mesuré, mais effectivement, on doit quand même garder à l'esprit que les organisations de coopération internationale, elles évoluent dans un système qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, beaucoup plus large que leurs propres actions et leur propre portée. Donc, effectivement, à notre niveau, on aura beau développer des politiques, etc., mais il faut aussi penser au système qui est plus grand dans lequel on opère. Michel, est-ce que tu veux ajouter à ça? Alors, j'entends ce que tu dis, Laïla, puis ça me touche. Et je répondrais que si on ne veut pas s'épuiser, il faut travailler collectivement. On n'a comme pas le choix non plus. Et puis, on doit t'appuyer, Gabriel, pour que tu aies plus d'influence à Affaires mondiales Canada. Donc, pour moi, même on devrait demander une rencontre ensemble. Nous, on a un plaidoyer à la COSI avec la recherche, avec tout ce que Digna a fait, que l'ARC fait. Ben, est-ce qu'on ne pourrait pas demander au moins une rencontre pour présenter ces travaux avec les décideurs, c'est-à-dire la haute direction d'Affaires mondiales Canada, le cabinet ou le ministre d'Affaires mondiales Canada, mais ça dépasse même Affaires mondiales Canada, c'est les affaires étrangères. Il faut qu'il y ait... Donc, je pense qu'on devrait bâtir une stratégie de plaidoyer ensemble. Euh, bon, je sais bien que ce n'est pas à la fin de la rencontre qu'on va avoir tout gagné, mais ne serait-ce que nous, d'avoir le sentiment qu'on avance, qu'on pose une pierre. On en a posé, puis nos grands-mères, nos mères en ont posé des pierres. Ne serait-ce, rappelons-nous, d'avoir criminalisé la violence conjugale. Ça n'a pas arrêté la violence conjugale, mais ça a fait que comme société, c'est inadmissible. On tente d'éduquer davantage, mieux les enfants sur ces questions-là. Mais c'est vrai que c'est long, c'est difficile, c'est frustrant parce que après avoir criminalisé la violence au sein d'un couple, de la violence conjugale, comment ça se fait qu'on voit encore autant de féminicides? Mais je pense que si on ne veut pas se décourager, il faut être ensemble.
Et puis, si on veut, puis nous, à la COSI, on a, puis Digna aussi, ARC aussi, on a vraiment une mission de soutien. Et il y aura, moi, quand même, on doit garder espoir sur quelque chose. Il y a beaucoup d'organismes qui veulent en apprendre davantage, qui veulent faire d'autres choses, qui sont mobilisés. Mais là, on manque de moyens, ça, c'est sûr. Et on manque aussi, il y a peut-être un joueur ou une joueuse, je ne sais pas, là, mais il y a le ministère de la Justice qu'on devrait appeler aussi. Parce que, oui, il faut contrer le fait qu'on ne veut plus de violence. Donc, on fait de la sensibilisation. C'est une chose. On change les lois. C'est une chose. On demande au Canada, dans les grands forums internationaux, d'en parler. C'est une autre chose. Mais il y a quand même des personnes, puis selon l'étude et selon toutes les études, c'est beaucoup des hommes qui commettent des agressions. Ben, ils le commettent particulièrement en contexte international, en toute impunité. Alors, là aussi, comment intervenir? On a réussi à légiférer sur les hommes qui commettent des agressions envers des mineurs à l'étranger, consomment de la pornographie, et puis je ne rentrerai pas dans les détails, c'est trop horrible, sont criminalisés ici. Mais je pense que ceux qui font des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel, devraient être confrontés aux mêmes lois ici. Alors ça, c'est pas Affaires mondiales Canada qui peut nous aider, mais le ministère de la Justice du Canada. Alors donc ça aussi, ça peut être une autre, voie qui pourrait, témoigner que notre approche contre toutes les formes de violence dans le continuum tel que très bien décrit dans la recherche, comprend aussi la justice pour, les survivantes. Et la justice, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impunité. Merci Michel. Puis par rapport à ce que tu dis aussi, j'ai vu un commentaire dans le chat qui parlait justement de la question du cadre législatif dans les endroits où est-ce que les OCI agissent. Et puis c'est aussi un défi et puis un jeu d'équilibriste pour les OCI de réconcilier leurs obligations en tant qu'organisation canadienne versus aussi organisations qui agissent dans des contextes qui ne sont pas le Canada. Donc, effectivement, c'est un jeu très intéressant. Et n'oublions pas que des victimes d'agression, des survivantes, peuvent être harcelées et emprisonnées parce qu'elles dénoncent des agressions. On est vraiment dans des contextes extrêmement difficiles. Absolument. Merci beaucoup, Michel. Gabrielle? Oui, merci. Puis merci, Michel. Puis Leila, de votre intervention, c'est vraiment intéressant. Puis merci de votre soutien parce qu'on s'entend que moi, je ne suis pas assez haut placée pour avoir une grosse influence. Mais j'en prends bonne note. Puis j'espère que justement, vous allez pouvoir utiliser votre influence, puis l'influence peut-être de Coopération Canada pour organiser une rencontre ou utiliser comme les outils parce qu'il y a un certain momentum, non seulement au Canada, mais à l'international, de comme mieux mobiliser comme utilise les organisations, la société civile. Donc, utiliser ce momentum-là pour pouvoir continuer à, à pousser vos idées puis à pousser pour plus de ressources, particulièrement pour ça. Au niveau de l'impunité, c'est une de ce que je note en tout cas de l'enquête, puis de ce qu'on entend souvent, c'est une des raisons principales pour laquelle les personnes, les survivantes, les survivants, les victimes n'ont pas confiance en notre système parce que justement, ils n'ont pas l'impression que ça fonctionne. Puis ça, c'est au niveau criminel, mais aussi au niveau des organisations, n'est-ce pas? Même nous, à Affaires mondiales, on a un rapport annuel maintenant qui est publié sur l'inconduite, sur ce qu'il appelle le wrongdoing. Puis les résultats sont assez criants, même à l'interne, à savoir qu'est-ce qu'on peut dénoncer, puis quelles sont les répercussions sur comment dire, nos possibilités, notre propre carrière. Donc, ouais. Une chose que je voulais rajouter aussi, qui est un petit peu hors de la discussion, mais que je voulais souligner, c'est que j'apprécie, puis ça, c'est un petit peu plus personnel, mais j'apprécie vraiment que qu'on ait des données probantes, qu'on ait une enquête en français, parce que nous,
À Affaires mondiales, on a un plaidoyer où on a beaucoup de rencontres internationales, puis on négocie du langage, on négocie des mots spécifiques qu'on met dans des je sais pas, admettons, dans la recommandation du CAD, du Comité d'aide au développement, on a un certain vocabulaire qu'on utilise. Puis plus on a d'outils comme ça, plus on peut négocier en français aussi, puis négocier, mettre des mots sur les problématiques en français que peut-être on n'aurait pas pu avant. Donc, je voulais dire que j'apprécie aussi comme l'approche puis le fait que l'enquête soit en français. Merci. Ah, bon, excuse-moi. Ouais, excuse-moi. Non, je t'en prie. Ouais, je voulais juste dire aussi que, ouais, c'est ça, ben, l'enquête en général, on a comme, évidemment, on a déjà des mesures en place, puis comme vous savez, des exigences, puis tout le monde les connaît. Puis on sait que l'action versus ce qui est fait en politique, puis ce qui est fait au terrain est différent. Qu'on ait des politiques, puis qu'ils soient appliquées, c'est une chose différente. Mais on peut quand même utiliser l'enquête pour rafraîchir nos procédures, puis les mettre au bout du jour. Donc ça aussi, c'est quelque chose, parce que ça change constamment, même si les choses se répètent. Puis la problématique qui sous-tend la violence ne change pas. Il y a beaucoup de choses qui changent, puis c'est important d'avoir des choses au bout du jour. Merci. Merci Gabriel, puis merci d'avoir accepté d'être sur le grill pour Affaires mondiales Canada devant nous et puis d'avoir joué le jeu. Et puis juste une chose aussi, quand même, je pense qu'une des grandes vertus de Digna, ça a été aussi de permettre cet échange d'avoir une voie de communication entre les OCI et Affaires mondiales Canada, spécifiquement sur cette question-là. Et puis, c'est depuis les quelques années de la création de Digna, il y a eu plusieurs reprises des dialogues entre Affaires mondiales Canada et Digna. Donc, il y a vraiment ça a ouvert quand même une voie de communication et puis qui serait intéressante quand même et même essentielle, je pense, de maintenir dans le futur. Donc, en fait, on est hors du temps, mais donc, au lieu de vous poser la question de manière large, je vais vous demander à chacune de me donner un message principal que vous souhaiteriez faire passer à la fois à notre public puis à vos copanélistes éventuels aujourd'hui. Et Leïla? Pourquoi je suis toujours surprise? Je pense pour moi, et puis n'importe qui travaille avec moi, c'est que c'est toujours où est-ce que je vais. Je pense que qu'est-ce qui est important dans notre société aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus d'honnêteté. Je pense que très souvent, on va autour du fait, on aime très souvent présenter une image de notre société qui efface les réalités des victimes des violences de notre société. Et puis, je trouve que avec les organisations et puis donc quelqu'un qui travaille maintenant depuis longtemps dans différentes fonctions avec les leaders de différentes organisations, je pense que quelque chose qui revient toujours, c'est que euh, ça devrait pour moi être très inquiétant que les personnes les plus vulnérables dans notre société rentrent dans nos espaces, dans nos organisations, interagissent avec notre travail et ces vulnérabilités sont exploited. Et puis, je trouve que ce manque d'honnêteté est quelque chose que quand on voit que les personnes ne veulent pas rapporter leur vécu et puis qu'ils ne pensent pas que ça va être pris au sérieux, le racisme comme la violence basée sur le genre, pour moi, c'est inconcevable, incroyable qu'on vit dans une société où quelqu'un peut vivre ces sortes de violences et puis se dire que personne ne prendra ces choses au sérieux. Il y a pas une raison où je peux aller rapporter ces choses parce que je vivrais plus de violence en parlant. Et je pense que c'est quelque chose dont ceux qui ont l'opportunité de faire ce changement devraient avoir honte on est en train qu'ils sont en train d'être complices à la continuité de cette sorte de système. Et je pense que c'est toujours important qu'on questionne vraiment notre relation au système de pouvoir, de comment on a conçu notre carrière, comment on a pensé à propos de notre vie. Je dis toujours, oui, le secteur
développement international devrait être en train de travailler vers la fin de la fin de son existence. Mais si on est tous en train de chercher d'avancer notre carrière et puis de trouver plus de positions de pouvoir et continuer cette structure, on est aussi complice aux systèmes qui sont en train d'être capables de continuer cette violence. Alors, je pense d'une façon personnelle, hors de notre travail, hors de notre relation professionnelle, c'est vraiment important que chacun d'entre nous soit capable de se regarder en miroir et vraiment questionner l'importance et puis la relation qu'on a avec le pouvoir, parce que sans cette réalité et sans être capable d'être honnête à propos de cette réalité avec les personnes avec qui on interagit, on ne pourra jamais voir la fin de ces systèmes de pouvoir et ces systèmes de violence, parce on vit une réalité qui n'est pas honnête et puis qui existe un peu par-dessus la réalité des personnes les plus vulnérables qui sont là en train de créer leur réalité sur laquelle on dépend pour la continuité de ce monde. Très souvent, quand ça vient chacune de nos institutions sont créées sur l'exploitation des plus vulnérables. Alors, si on n'est pas dans ce questionnement personnel, on n'est pas en train de travailler de ce questionnement personnel, je pense que c'est important de savoir et puis d'être capable d'être honnête au fait qu'on est en train d'être complice et puis que c'est une des places où on doit commencer le cycle de changement. Merci beaucoup, Leïla. Michel, un dernier message en ce qui te concerne? Oui, alors si on se regarde dans le miroir, comme dit Leïla, on peut le faire comme individuellement, mais aussi comme organisme. Et on voit bien dans la recherche qu'on ne peut pas se donner bonne conscience parce qu'on a adopté une politique et quelques outils. Alors, mais si on veut avoir un impact, agissons ensemble et donc et demandons aux décideurs de prendre le miroir que Leïla nous dit de prendre et en se regardant bien en face, ben, en voyant nos failles collectives, ben, trouvons des solutions pour avancer ou au moins prendre acte du vaste chantier que nous avons et des solutions que nous pouvons bâtir. Et parfois, un projet pilote sur un groupe de ressources techniques peut-être pourrait nous permettre d'avancer, d'aller chercher des avis juridiques, bref, trouver des étapes pas tant, mais certaines, celles qui pourraient amener le plus de transformation systémique. Merci beaucoup, Michel et Gabriel. Le mot de la fin pour toi? Ouais, ben merci. Puis la seule chose que je veux rajouter, c'est vraiment comme lâchons pas le morceau. Puis comme Michel te dit, je pense qu'on va seulement le faire de façon holistique puis de façon coopérative. Donc, continuez. Puis je vous encourage tous et toutes à faire le plus d'advocacy et de plaidoyer que vous pouvez. Puis c'est seulement, comme Michel t'a dit, ensemble qu'on va pouvoir le faire. Donc, merci. Merci beaucoup. Il est temps vraiment maintenant pour moi de faire les remarques de conclusion. Et puis, ben, d'abord, je voudrais remercier beaucoup Michel, Gabriel et Leïla pour leur présence. Puis vraiment, merci pour vos réponses qui étaient vraiment très intéressantes et qui, je pense, nous permettront d'explorer pas mal les résultats, d'exploiter ces résultats. De la recherche. Puis une nouvelle fois, merci à l'équipe de recherche et puis d'inviter tout le monde à aller lire le document qui sera donc disponible en français et en anglais. Donc, juste pour conclure rapidement, parce que je vois qu'on a dépassé le temps, c'est encore une fois des résultats importants qui sont forts, mais malheureusement qui ne sont pas surprenants et qui ne sont pas nouveaux. Mais ça a quand même le mérite de, en fait, cette recherche a quand même le mérite de consolider en fait beaucoup d'enjeux et de questions qui ont déjà été soulevées depuis très longtemps par les professionnels de la coopération internationale. Et puis, l'adoption aussi d'une perspective intersectionnelle, puis l'approfondissement de cette analyse selon les différentes dimensions. Je pense que ça, c'est très intéressant parce qu'on sait quand même, on peut se targuer des avancées de notre secteur, mais on sait aussi que notre secteur est un peu en retard quand il s'agit de l'approche intersectionnelle et de cette analyse-là. Donc, je pense que c'est vraiment une avancée très positive là-dessus.
Cette recherche nous donne aussi quand même beaucoup de travail, je pense, beaucoup de pistes à explorer, tant dans la recherche que dans la pratique. Alors, juste ce que j'ai noté, par exemple, la question de l'amélioration de nos pratiques internes, parce que je rappelle que cette recherche-là est allée faire des enquêtes principalement auprès des travailleurs et travailleuses de la coopération internationale canadienne, mais nous n'avons pas encore effectivement la question des personnes qui participent au projet. La question aussi d'avoir peut-être dans une prochaine étape la perspective des personnes participantes au projet, justement. Le développement de mécanismes localisés de prévention des violences sexuelles et sexistes. La question des données probantes aussi, et puis la stratégie qu'on pourrait adopter pour faire de cette recherche et des recherches subséquentes aussi des outils de plaidoyer forts, comme l'a mentionné Gabriel. La question du développement des services, notamment par les organisations internationales de coopération internationale, ce qui nous amène aussi, bien sûr, à la question du financement des actions de prévention de l'exploitation des abus sexuels et des violences sexuelles et sexistes. Puisqu'on l'a vraiment souligné, bon nombre d'organisations ont la volonté de le faire, ont des outils, ont des politiques, mais vraiment ont des difficultés à trouver des moyens pour mettre en œuvre des mesures efficaces et qui aussi sont souvent requises par les bailleurs de fonds. Et puis, ben, en conclusion, je pense qu'un des points importants, ce sont des espaces comme celui-ci, où est-ce qu'on a les OCI, la société civile et aussi les bailleurs de fonds, les partenaires institutionnels autour de la table, les dialogues qui sont aussi facilités par Digna. Il va être important de maintenir la communication et puis d'approfondir cette voie de communication et cette voie de dialogue, notamment entre Affaires mondiales Canada et la société civile. Donc, à toi la parole, Emmanuel, et merci encore à tous et à toutes. Merci pour